Après,
Pas trop devant. Hop, c'est bon. Dans tous les cas, oui, ils ont le partage Oui, oui. d'écran. Je suis pas trop devant l'écran. Aussi. Juste avec un agencement différent. Voilà, mais avec un mode de fonctionnement très différent. Oui, d'accord. C'est pas avec l'auteur, par exemple, dans les oiseaux, il y a des. Mais je veux dire, des mathématiques sur. Oui, pas sur. Bonsoir à tous et bonsoir à tous au Sénégal, à Ouagadougou, à Paris. Ce soir, pour cette séance du cours Nouvelle compréhension du monde, on a le grand plaisir d'écouter Béatrice Pointe, que vous avez déjà entendu hier, lors de la dernière séance, dans son commentaire de la présentation de M. Ndiaye. Et donc ce soir, Béatrice Pointe, qui est donc au CNRS, chercheuse au CNRS et professeure attachée à l'École normale supérieure et au Centre sur les études environnementales, le CERES, le centre de l'ENS, va nous parler de savoir économique et de changement climatique. Merci beaucoup, Béatrice, de partager tes approches avec nous et bon cours. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être de nouveau avec vous dans la salle à Paris et en ligne pour le reste du public. Donc, je vais faire un cours qui s'appelle Savoir économique et changement climatique, qui, malgré son titre, n'est pas un cours d'économie, mais plutôt un cours sur le rôle de l'économie, en fait, dans la définition du changement climatique. Donc, moi, je suis sociologue des sciences, et notamment des sciences économiques. Donc, j'étudie le rôle des savoirs dans la société et dans les décisions politiques. Donc, je vais commencer avec question de pourquoi parler de ça, et donc pourquoi s'interroger spécifiquement sur le savoir économique en lien avec le changement climatique. Et en fait, je vois deux points qui sont assez importants à comprendre pour comprendre la façon dont on pense au changement climatique aujourd'hui, en tout cas de façon dominante, et qui vont rejoindre un peu ce que j'ai dit dans ma discussion la semaine dernière. Euh, euh, Parce que donc, les savoirs économiques, c'est peut-être un peu moins direct leur lien avec le changement climatique que les savoirs géophysiques qui ont vraiment été ceux qui ont porté le problème à l'agenda politique. Mais ça reste des savoirs qui ont eu un rôle structurant en fait, dans la façon dont on a formulé ce problème et surtout les réponses à y apporter, donc la façon dont on pense les solutions au changement climatique. Et il y a un deuxième point qui est que, d'une certaine manière, ces savoirs sont aussi mis à l'épreuve par le changement climatique parce que c'était pas du tout quelque chose qui était. Enfin, ils ont été, comme la plupart des savoirs et des sciences, ils ont émergé dans un contexte où le climat était stable. Et donc, c'est des transformations qui les mettent à l'épreuve et qui, compte tenu des transformations que le changement climatique et l'action climatique impliquent, peuvent être un vecteur de remise en cause des savoirs économiques établis, en tout cas de réinterrogation et potentiellement de transformation. Alors, c'est pas forcément clair parce que savoir économique a aussi une propension à intégrer la critique, mais ça fait partie des deux points que je voudrais discuter dans ce cours. Alors, là, j'ai quelques exemples en fait des liens entre économie et climat pour montrer leur diversité, parce que l'économie, c'est un terme qui est assez vaste, qui peut recouper beaucoup de choses, à la fois une discipline très précise et très délimitée et une sphère d'action un peu plus immanente. Donc la première illustration, c'est la couverture d'un rapport rédigé par Nicolas Stern, The Economics of Climate Change, dont je vais vous parler plus tard dans le cours, plus en détail, qui a été qui est paru en 2006 et qui a été en fait un des premiers écrits économiques qui affirmait qu'il fallait une action rapide sur le changement climatique et qui était beaucoup plus alarmiste que la plupart des travaux économiques, donc qui a été assez débattu.
Deuxième illustration, c'est le prix Nobel de 2018 qui a été le prix Nobel d'économie qui a été attribué à William Nordhaus et Paul Romer. Et William Nordhaus l'a eu pour ses travaux sur l'intégration du changement climatique à l'analyse macroéconomique. Donc ça, c'était une reconnaissance en fait assez tardive du changement climatique comme un problème pour la discipline économique la plus instituée et la plus prestigieuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'était en tandem avec Paul Romer pour ses travaux sur l'innovation. Donc il y a un lien, alors pas fait de façon explicite par le comité qui a délivré le prix, mais qui est fait entre changement climatique et dynamique d'innovation. Et je vais revenir aussi là-dessus dans le cours. Ensuite, troisième illustration, c'est un ouvrage de Mac Carney, donc, qui est un financier, un ancien banquier central, ou pas encore banquier central, c'est plus britannique, qui a écrit un ouvrage en 2017 là c'est plutôt du côté finance que du côté économique, mais pour vraiment pousser à intégrer le changement climatique comme un paramètre dans les décisions d'investissement et les décisions financières, et qui a un peu initié un mouvement d'institutionnalisation et d'intégration du changement climatique dans la réflexion financière. Donc au niveau plutôt de la planification de l'organisation macroéconomique, notamment donc les banques centrales qui s'en sont saisies, avec des impacts qui sont pour l'instant réels, mais en termes d'implication et de changement du périmètre des banques centrales, un peu moins clair en termes d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Et le dernière image, c'est une conférence qui a eu lieu en 2023 au Parlement européen, qui s'appelait Beyond Growth, et qui était une conférence de discussion en fait de la post-croissance, de la décroissance au sein des institutions européennes. Et donc ça dépasse le changement climatique, mais c'était très poussé par la prise en compte des questions environnementales et climatiques. Et ça montre aussi une institutionnalisation de vision alternative de l'organisation économique. Donc ça illustre le potentiel transformateur de la prise en compte du climat dans l'économie. Voilà, quelques exemples pour vous donner un peu des points de départ et une diversité. Et ensuite, pour le cadrage un peu plus analytique, disons, de ce que je vais vous raconter pour la suite, je pense faut avoir en tête qu'il y a en fait deux façons d'aborder les liens entre savoir économique et changement climatique, qui ne sont pas tout à fait les mêmes perspectives et qui ne vont pas amener à la même définition de l'économie. La première question, c'est comment on va prendre en compte les dimensions économiques du changement climatique, c'est-à-dire le fait que c'est quelque chose qui est provoqué en grande partie par des activités économiques, qui a un impact sur les activités économiques. Et ça, c'est une question qui n'est pas forcément une question pour des économistes au sens strict, qui est une question politique, qui est une question qui peut être abordée par d'autres disciplines, et qui est plus relative aux objets de l'économie. Voilà. Et la deuxième façon d'aborder la question, c'est comment la discipline économique va aborder la question du changement climatique. Et là, on est dans une vision beaucoup plus quelque part interne à la science économique, comment une discipline se transforme ou pas pour intégrer une nouvelle question. Mais les deux sont un peu imbriqués parce que bien sûr, la façon dont la discipline économique aborde le problème va avoir une influence dans la façon dont on va essayer de prendre en compte les dimensions économiques, mais c'est quand même pas forcément les mêmes communautés qui sont impliquées, pas forcément les mêmes questions qui se posent. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et pour continuer, enfin, une dernière diapositive introductive, donc pour donner quelques éléments en fait, sur le rôle du cadrage économique. Alors, vous aurez peut-être d'autres suggestions, et si je vous invite à m'en faire part, vous pouvez intervenir après, avant qu'on passe à la suite, parce que j'ai peut-être oublié. Mais il y a un premier point qui fait que l'économie est assez incontournable quand on parle de changement climatique, c'est que la cause principale du changement climatique, c'est la combustion d'énergie fossile. Donc, au début de l'histoire de la formulation du changement climatique, dans les années 70-80, on appelait ça le problème du dioxyde de carbone. Donc, c'était vraiment reconnu que c'était ça le cœur du problème, ce qui est un peu effacé dans le changement climatique. Et cette combustion d'énergie fossile, elle est intrinsèquement liée à l'activité industrielle et économique. C'est pas quelque chose qu'on fait pour la culture. Enfin, mais la culture est liée à l'économie, quoi. C'est vraiment ça la première source. Donc, forcément, on est obligé de penser à comment on va
transformer l'économie, l'adapter, la redessiner si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point qui est très différent, c'est que l'économie, dans son rôle politique, quelque part, est une source de légitimité et de ce qu'on appelle policy relevance. Je ne sais pas trop traduire ce terme en anglais, mais qui va permettre donner l'impression que les choses existent sur la scène politique et sont légitimes à la discussion politique. Et c'est notamment la force de la quantification économique, de sa prétention à l'objectivité, qui font qu'on va avoir recours à l'économie comme, quelque part, expertise de justification des prises de décision, mais aussi on va avoir recours au vocabulaire économique, même pour des propositions qui ne sont pas purement économiques, un peu comme une stratégie rhétorique en fait. Donc, quelques exemples de ça, ça va être les notions de capital naturel ou de budget carbone, qui sont des termes qui viennent vraiment s'approprier quelque part ce crédit du vocabulaire économique, alors que le capital naturel est un terme qui vient plutôt de l'écologie et le budget carbone plutôt de la climatologie. Et vraiment, et qui ont été choisis explicitement, on dit bah, c'est ça qui va parler aux décideurs. Parce que si on ne leur parle pas de porte-monnaie, ils ne nous écoutent pas. Ensuite, un autre point qui est aussi lié à la décision publique, mais plus aux instruments, en fait, c'est que les prix et le marché restent des instruments qui sont assez prévalents de mise en équivalence et d'organisation collective, en fait, dans la façon dont on pense au changement climatique, comme beaucoup d'autres problèmes. Et donc, si on pense au marché du carbone, aux taxes carbone, au prix du carbone, qui sont les instruments parmi les plus fréquents, ou même aux subventions pour les énergies renouvelables, on est très vite dans des instruments, des concepts, des modes de pensée, des logiques économiques. Et enfin, un quatrième point qui là va, parce que les deux précédents étaient plutôt dans le sens de l'économie aide à agir contre le changement climatique, plutôt le versant sombre, disons. Il y a eu des liens assez documentés entre économie et attentisme climatique, c'est-à-dire que le discours économique néoclassique qui était le plus audible pendant longtemps a promu l'idée que ce serait moins coûteux d'agir plus tard, et je vais revenir dessus dans la suite de ce cours. Sur d'où venait cette idée, et donc à contribuer à alimenter, à nourrir des positions de n'agissant pas trop vite, notamment aux États-Unis, qui était un pays qui était qui a longtemps, et qui est encore pas non plus le plus rapide, mais qui est sorti de cette position de il vaut mieux attendre pour voir et on y arrivera mieux plus tard, quoi. Mais donc voilà. Et dans cette optique, il y avait cette idée justement de l'innovation technologique. Ouais, oui, c'est très lié à. Très longtemps, parce qu'en fait, il y a des innovations technologiques qui Ouais. permettent de s'affranchir de ce problème-là, en tout cas de la tenue. Ouais, c'est lié à et puis la façon dont l'économie pense le futur et pense l'innovation, quoi. Mais donc il y a aussi essayer de comprendre quel a été le rôle de l'économie dans l'évolution du changement climatique. Je ne sais pas si vous voyez d'autres rôles que j'aurais oubliés. De toute façon, on va continuer à discuter, hein. Et donc, dans la suite de ce cours, j'ai procédé en 3 temps, en espérant que je ne vais pas parler trop longtemps. Donc, d'abord, un point sur qu'est-ce que c'est que l'économie du climat, est-ce que ça existe, et quelle est un peu son histoire. Un deuxième point, justement, sur ces questions d'innovation en lien avec les questions autour des limites à la croissance et l'économie des ressources, qui va être, je pense, ce sur quoi je vais passer le plus de temps. Et ensuite, un troisième point, donc là, qui fait un peu technique, parce que je crois qu'il n'y a pas d'économiste, sur l'analyse coût-bénéfice et l'actualisation, donc en rentrant un peu plus dans les logiques de l'économie néoclassique qui permettent qui l'outil pour penser le futur et l'innovation et qui ont été appliqués au changement climatique. Alors, sur la première question, donc, qu'est-ce que c'est que l'économie du climat? Donc, qu'est-ce que c'est que ces savoirs économiques qui sont appliqués au climat? Un premier point, donc pour faire une distinction, le climat, c'est pas l'environnement, donc, mais c'est quand même relié en partie à l'économie de l'environnement. Et sur les liens entre économie et environnement, il y a 2 traditions économiques dans les grandes lignes. C'est une version un peu caricaturale.
Il y a une version que j'ai qualifiée de mainstream qui va se demander comment est-ce qu'on peut intégrer les enjeux environnementaux, donc la pollution, la protection de la biodiversité et plus tard le climat, au fonctionnement de l'économie. Donc on ne va pas transformer la façon dont l'économie fonctionne, on ne va pas la repenser, mais on va voir comment on peut prendre en compte l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie environnementale. Et c'est une économie qui va concevoir la pollution et les problèmes environnementaux comme des défaillances de marché. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont néfastes et qui ne devraient pas arriver si le marché était parfaitement équilibré et fonctionnait bien, parce que le marché devrait être capable d'intégrer les problèmes, parce que la pollution, ça a un coût et il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires. Donc on va développer des outils en fait, pour intégrer les pollutions aux mécanismes de prix et au fonctionnement du marché. C'est une tradition où on va essayer de faire des évaluations monétaires de l'environnement, donc pareil pour essayer de lui donner un prix et de l'intégrer dans l'économie. Beaucoup d'analyses coût-bénéfice et c'est aussi une économie qui se caractérise par une assez forte abstraction, en fait, comme l'économie néoclassique en général, qui va plutôt s'intéresser aux flux monétaires et aux équivalents, aux prix et aux équivalents monétaires qu'aux quantités physiques. Donc ça, c'est un point assez important. Et la deuxième tradition, c'est une version que je qualifie de critique, en fait, qui va plutôt partir du principe que justement l'économie est le problème, quelque part. Et c'est-à-dire que les problèmes environnementaux sont une manifestation des limites de l'économie et ils vont imposer de la transformer à la fois conceptuellement et concrètement. Ça c'est le champ qui s'appelle économie écologique. Donc on a l'impression que ça peut être la même chose, économie environnementale et économie écologique. En fait, c'est pas du tout pareil. Enfin, en tout cas, c'est des traditions qui sont construites en opposition l'une avec l'autre. Et là, on va retrouver beaucoup plus de critiques de la croissance, des critiques de l'économie néoclassique et une vision là qui va être matérielle de l'économie, c'est-à-dire la plupart des travaux d'économie écologique vont privilégier des quantités physiques, donc une conception physique matérielle des ressources plutôt qu'une conception monétaire et abstraite. Et on a aussi de ce fait plus de porosité disciplinaire que dans l'économie enfin, mainstream, qui là va être assez rigide dans ses disciplines, dans ses revues, dans sa sociologie. Voilà. Alors, dans le cas du climat, c'est un peu plus large parce qu'en fait, le climat, enfin, le problème climatique en économie a aussi beaucoup été pensé du point de vue de l'économie des ressources, des systèmes techniques, de l'innovation. Donc, il n'y a pas que l'économie de l'environnement. Mais ça reste quand même une dichotomie à avoir en tête. Alors, ceci étant dit, comment est-ce que l'économie, en tant que discipline un peu hiérarchique et au sens traditionnel et plus strict du terme, voit le climat? En fait, c'est un objet qui est relativement récent pour la discipline économique et relativement peu présent dans les revues prestigieuses. Et donc, le prix Nobel a un peu montré que c'était un objet qui était digne d'analyse économique, mais c'est quelque chose qui est relativement récent. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Oswald et Stern. Donc Stern, c'est le même que celui du rapport Stern en 2019. Donc ça a peut-être changé depuis. C'est possible qu'il y ait eu le même nombre d'articles depuis que sur la période considérée. Et ils ont compté en fait combien il y avait d'articles sur le changement climatique dans les plus grandes revues économiques. Et ça, c'est depuis l'apparition de ces revues, donc depuis toujours, entre leur origine et 2019, et vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts des mains, à part pour la American Economic Review, où il y en a un peu plus. Mais ça montre bien que ce n'est pas un problème qui était très important dans la discipline économique. Peut-être à tempérer par le fait que dans les revues les plus prestigieuses en économie, c'est souvent des articles assez abstraits qui sont publiés, donc hein, une prime à la généralité, à la montée en généralité. Donc les articles vont peu parler de problèmes concrets, mais ça reste quand même assez flagrant que c'est pas un problème qui était très légitime dans la discipline économique au sens strict. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux d'économistes ou d'économie sur le climat. En fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Pauline Huette qui a fait une thèse en 2015 sur justement l'émergence de l'économie du changement climatique et qui a montré que
il y a une économie du climat qui a émergé à partir de 1975 et qui a beaucoup cru après 2005, mais qui est une économie qui n'était pas uniquement universitaire en fait, qui impliquait des universitaires, mais qui était très liée à la production de rapports d'expertise, donc à une science qui était plus proche de la décision, donc, qui n'est pas moins académique, et qui se caractérise aussi par une grande hétérogénéité des filiations intellectuelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'économie la plus pure et dure, quoi. Il y a des non-économistes ou des imports d'autres disciplines. Et en fait, donc là, c'est si, en fait, c'est si plutôt que de regarder les articles sur le climat dans les revues d'économie, on regarde dans les articles du climat, sur le climat en jeu, pour la science sur le climat, qu'est-ce qui parle d'économie, quoi. C'est plutôt cette approche-là. Et là, quand on regarde comme ça, on a en fait beaucoup d'hybridation. Et finalement, l'économie du climat qui existe et qui est substantielle, plutôt qu'un sous-champ de la discipline économique, c'est plutôt un champ de recherche qui est très interdisciplinaire et qui emprunte à beaucoup de traditions. Donc, j'ai un peu essayé de plus ou moins les classer sur la diapositive. Vous avez des traditions qui sont plutôt de l'économie, donc l'économie de l'environnement, l'économie de l'énergie et des ressources, qui n'est pas de l'économie de l'environnement, hein, qui est quand même assez différente, parce que justement, elle était plutôt financée par les industries et les ministères de l'énergie, donc plutôt pour aller chercher des combustibles fossiles que pour arrêter d'en extraire. Et aussi l'économie écologique, qui même si elle n'est pas d'accord avec l'économie de l'environnement, a aussi influencé ce champ. Ensuite, il y a toute une partie de traditions qui relèvent plutôt des sciences de la prospective et des sciences des systèmes. Donc, c'est des choses qui sont un peu passées de mode aujourd'hui, disons, même si ça reste influent, mais qui sont beaucoup développées, notamment après la guerre froide, enfin, ou pendant la guerre froide, pardon, et après la seconde, je veux dire après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, qui sont des sciences de la pensée en fait en système, c'est-à-dire de penser le monde ou des composants du monde, comme les villes, les entreprises, comme des systèmes de composants qui sont reliés, qui changent de l'information et qui vont s'influencer. Et c'est des recherches qui étaient aussi développées beaucoup dans le contexte justement de la guerre froide pour faire de la prospective stratégique et qui sont développées dans le champ de la gestion des entreprises, de la prospective urbaine et de la prospective globale. Donc, vous avez toutes les sciences prospectives et cybernétiques, la recherche opérationnelle, donc, qui était la recherche justement stratégique, notamment sur la guerre nucléaire, comment éviter une guerre nucléaire et s'y préparer. La dynamique des systèmes, tout ça, c'est un peu les mêmes logiques. Et les sciences de la complexité, où là, c'est plutôt, ça a plutôt influencé l'écologie, mais c'est vraiment cette pensée du monde un peu holistique et systématique du monde comme quelque chose, un système qu'on peut un peu contrôler. Et ensuite, il y a des sciences plus peut-être de la planification, d'une part la planification macroéconomique et d'autre part les sciences de l'ingénieur, notamment les sciences systèmes énergétiques, qui sont très importantes en fait dans la structuration de l'économie du climat. Parce que c'était au départ, c'était pensé comme un problème énergétique. Et c'est plus qu'un problème énergétique, mais la source du problème, en tout cas, est énergétique. Et tous ces champs de recherche se sont hybridés, et un des exemples de ces hybridations et les plus influents, c'est un type de modèle de prospective qui s'appelle Integrated Assessment Models, donc c'est un terme un peu barbare, qui sont un peu aujourd'hui la version la plus visible de la pensée économique sur le climat, en tout cas au niveau global, qui sont très influents notamment au sein du GIEC et du groupe 3 du GIEC, la partie du GIEC qui s'occupe de l'atténuation du changement climatique. Et ça, c'est un champ qui a émergé en dehors de l'économie du climat, ou en tout cas à côté, comme une façon de prendre en compte les dimensions économiques du changement climatique dans leur lien avec les dimensions environnementales et technologiques. Et donc ça, c'est bon, je passe vite, hein, mais il y a eu deux types de ces modèles, enfin, deux types de modèles qui sont nommés par cet acronyme. Un type qui est plutôt des modèles d'analyse coût-bénéfice, donc plutôt de l'économie standard, donc c'est le modèle de Nordhaus notamment, qui s'appelle DICE. Ils sont eux très stylisés, mais qui sont aujourd'hui, ils ont été utilisés pas mal notamment au niveau gouvernemental, aux États-Unis par exemple, mais qui sont plus très influents, qui ont quasiment disparu du GIEC.
et des modèles qui se qualifient maintenant de process-based, qui là sont très complexes et très détaillés, qui vont intégrer beaucoup, beaucoup de processus, et qui sont développés je l'ai dit, dans le groupe de travail 3 du GIEC, donc le groupe sur l'atténuation, pour au départ produire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre globaux, et des scénarios de trajectoire d'atténuation, et qui sont ceux qui sont utilisés aussi par les banques centrales aujourd'hui, et donc dans un réseau qui s'appelle le NGFS, pour Network for Greening the Financial Systems, pour intégrer le climat à l'analyse financière. Voilà, donc là j'ai une petite illustration de ce qu'il y a dans ces modèles de façon très simplifiée. Donc c'est des modèles qui vont représenter à la fois les systèmes humains, économiques, technologie et population, les systèmes naturels, l'atmosphère, l'océan, le cycle du carbone et l'usage des sols aussi, qui est à la fois humain et naturel, et qui sont des modèles qui sont très interdisciplinaires, je l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, qui ont une vocation à aider à la décision, donc qui ont été développés dans un contexte plutôt d'expertise. Il faut faire une synthèse des connaissances et de comment elles nous permettent de comprendre l'environnement, l'économie et la technologie ensemble. Et qui ont une diversité de fondements théoriques, donc on retrouve un peu toutes les traditions que je vous ai listées avant. Donc contrairement aux modèles de physique du climat, donc les modèles qui sont développés, par exemple, au département de géosciences ici, qui sont tous basés, fondés sur la dynamique du fluide, là c'est pas du tout le cas, il n'y a pas d'unité théorique, il y a une unité de la vocation à aider à la décision, quoi, et de l'ambition systémique et holistique. Et je parle de ces modèles parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont au cœur de beaucoup de discussions et de critiques sur la façon dont on conçoit le climat et aussi sur la façon dont le problème est posé au sein du GIEC et dans les négociations. Et ils sont critiqués d'une part parce que c'est des modèles qui sont très compliqués, donc c'est des boîtes noires, quoi. On ne peut pas se dire, ah, je vais essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi ils arrivent à ces résultats-là. Il y en a à peu près une grosse trentaine aujourd'hui dans le monde qui sont essentiellement européens et américains. Il y en a un aussi au Japon, un au Brésil. Et c'est des modèles qui vont quand même beaucoup s'appuyer sur la représentation économique comme outil de coordination collective. Et donc, parmi les limites de ces modèles et les hypothèses qui sont contestées, il y a leur optimisme technologique, donc on en a un peu parlé déjà, le fait qu'ils optimisent, donc ils cherchent à produire des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moindre coût. Ils vont utiliser l'économie comme mode de décision. Concrètement, ça veut dire que quand il y a une politique climatique en fait, la politique climatique est calibrée par un prix du carbone dans ces modèles. Donc, une politique climatique ambitieuse, c'est un prix du carbone très élevé. Je caricature un peu. Ils sont critiqués sur les taux d'actualisation, donc je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est, mais c'est la façon de, en gros, prendre en compte le futur. Il y a peu de représentation des comportements et des modes de vie, et il n'y a pas de remise en cause de la croissance économique, ça commence un peu, mais c'est quand même très, très émergent. Et il y a des enjeux dans la représentation de l'équité nord-sud qui sont liés au fait que c'est des modèles qui vont optimiser, donc aller là où c'est le moins cher, sans rien prendre aux gens qui ont déjà, et donc ils vont avoir tendance à dire, à produire des scénarios où, comme c'est moins cher d'agir, de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement, on va plutôt, il y a plus de charges sur ces pays que sur les pays du Nord, parce qu'il y a plus, c'est des pays qui sont plus riches, où il y a plus d'infrastructures, donc c'est plus coûteux dans la représentation des modèles d'IAGIR. Donc ça, c'est très critiqué par les pays du Sud dans les négociations. Et en fait, ces critiques sont assez représentatives des grandes questions finalement et des points de controverse qui se posent sur l'appréhension économique du changement climatique. Donc là, c'est une petite liste pour vous donner la grille d'analyse. Ça va souvent se cristalliser autour des enjeux de la prise en compte du futur, parce que le changement climatique a la particularité d'être un problème qui ne peut pas se comprendre uniquement au présent, même si c'est de plus en plus présent. Mais en tout cas, il y a une trajectoire future dans tous les cas. Il y a des controverses et ça depuis les années 70, sur l'optimisme ou le pessimisme technologique. Donc, est-ce qu'on compte sur la technologie pour nous sortir du problème, ou est-ce qu'on pense qu'au contraire, elle va juste empirer? Il y a des enjeux donc d'équité nord-sud, de développement, de partage des responsabilités qui là aussi traversent toute l'histoire du changement climatique et de l'économie du climat.
Il y a des enjeux qui sont liés plus au recours à des modèles économiques sur les incertitudes, la sensibilité aux hypothèses de départ. Donc ça, je vais un peu moins en parler, mais comme c'est des modèles les modèles qui sont utilisés pour cette analyse économique sont souvent très complexes, euh, ils sont parfois surdéterminés par les hypothèses qu'on met au début et du coup, pas forcément, enfin, souvent critiqués comme juste servant à valider en fait des visions du monde. Il y a des controverses sur le rôle des savoirs économiques par rapport aux politiques. Donc, est-ce qu'on veut des savoirs économiques qui vont être objectifs et donner des objectifs de réduction optimale, ou est-ce que c'est des savoirs économiques qui doivent assumer leur normativité et leur prise de position? Et il y a des controverses sur la prise en compte des dimensions matérielles de l'économie, donc le degré d'abstraction des modèles, donc qui rejoignent un peu la division entre économie environnementale et économie écologique. Donc sur ce, je vais passer à aller aux deux trajectoires un peu plus thématiques. Donc c'est un peu plus que des exemples, mais un premier et qui vont se rejoindre, hein. Il y en a un qui est plutôt sur ressources et technologies, un qui est plutôt sur le futur. Sur la question des limites à la croissance de l'économie des ressources et du progrès technique, donc là, je vais revenir un peu en arrière avant le changement climatique euh, et vous parler du rapport de Limits to Growth. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un rapport on a fêté son cinquantenaire il y a 2 ou 3 ans euh, et qui a été publié donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis 72-73, qui a été publié en 72 par le Club de Rome. Donc le Club de Rome, c'était pas un club de hippies, c'était un groupe de hauts fonctionnaires, d'industriels internationaux, enfin de notables, qui étaient notamment à l'OCDE, par exemple, et qui s'inquiétaient des conséquences de la croissance économique sur le monde. Et ils ont commandé un premier rapport, donc après ils en ont commandé d'autres, à un groupe du MIT qui faisait de la dynamique du système, c'est-à-dire ces espèces d'approches systémiques. On va représenter une ville, une entreprise ou le monde comme un ensemble de modules qui sont interconnectés. Ce groupe qui était dirigé par Jay Forrester, avait un modèle de prospective globale, donc une représentation du monde qui s'appelait modestement World 3 parce que c'était la troisième version du modèle, qui était encore assez rudimentaire, mais qui a été utilisé pour faire ce rapport, donc le rapport qu'on appelle aussi le rapport Meadows, du nom de ces deux auteurs principaux qui étaient un couple marié. Euh, c'est un rapport qui va produire des trajectoires, donc vous voyez là, qui montre que si l'utilisation des ressources, la croissance démographique, le besoin en nourriture et la pollution continuent à croître au rythme auquel elles croissent dans les années 70, il y aura un effondrement démographique et puis globalement social aux alentours de 2050. Et c'est un rapport qui est très alarmiste, qui repose enfin, qui a été très critiqué justement pour ces questions surdéterminées par les hypothèses, qui n'a pas beaucoup de données parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de données qui sont consolidées au niveau global, mais qui va être très influent, notamment parce qu'il va poser la pollution et les ressources comme des problèmes existentiels globaux, donc des problèmes partagés par le monde entier, et qui se caractérise par un très fort pessimisme technologique, donc qui refuse en fait de considérer que l'innovation technologique est quelque chose sur lequel on peut absolument compter. Ils assument de dire, ben, on sait pas, enfin, on va pas parier sur des technologies qui n'existent pas encore pour nous sortir d'affaires. Et ça, c'est une version donc de critique de la croissance et de pessimisme de la technologie qui continue à exister aujourd'hui, un peu sous d'autres formes, mais qui est toujours présent dans le débat. Donc là, j'ai juste une photo du groupe de Limits to Growth. Donc vous avez Jay Forrester qui est lui un peu plus âgé, donc qui est le directeur, le couple Meadows. Donc Donella, c'est celle qui a écrit principalement le rapport et Denis qui était derrière le modèle. Et après, je ne sais plus lequel est lequel, de Randers et Behrens, les deux autres qui étaient dans l'auteur. Et donc, c'est un rapport qui va
suscité toute une série de réactions au niveau global et des réactions qui ont en fait trait à la façon dont on pose les enjeux économiques au niveau global, leurs liens aux enjeux environnementaux. Donc, je vais un peu les passer en revue, même si on est avant le changement climatique, qui parle à peine du changement climatique dans le rapport, ça reste très structurant dans la façon dont on posera les questions par la suite. Donc, il y a une première série de réactions qui sont des réactions internationales qui sont plutôt sur les questions de conciliation entre développement et enjeux environnementaux et pollution. Donc là, j'en ai montré 3 exemples qui, en fait, vont montrer 3 façons assez différentes de penser l'interdépendance entre le nord et le sud global, dans un contexte donc, on commence à se poser la question de la limite des ressources disponibles. Et donc, la première réaction, c'est un rapport qui a été rédigé par la Fondation Bariloche, une fondation en Argentine, et qui est la perspective des pays du Sud, dans un contexte où justement les pays du Sud commencent à se structurer au niveau géopolitique et à quelque part menacer entre guillemets les pays du Nord en tout cas, et s'affirmer comme voulant se développer. Donc leur réaction, c'est vraiment si on suit le Club de Rome, ça signifierait que nous, pays en développement, on ne peut pas se développer plus, on n'a pas le droit au même standard de vie que les pays développés. Et le rapport argumente qu'en fait, s'il y a des transferts de technologie, notamment, il est tout à fait possible de concilier développement des pays du Sud et protection de l'environnement, ou en tout cas éviter le risque d'effondrement. Et il y a ensuite plusieurs autres rapports qui prennent pas les mêmes perspectives. Donc, il y a un rapport de l'ONU en 77, The Future of the World Economy, qui là cherche en fait à concilier un équilibre entre les intérêts du Nord et du Sud. Et là aussi, c'est vraiment une réaction au Club de Rome en disant on peut qu'on aime quand même, on n'a pas besoin de renoncer à la croissance économique. Voilà, comment il faut organiser l'économie, les transferts technologiques, l'innovation pour le développement, pour réussir à concilier les deux. Et ensuite, vous avez le rapport de l'OCDE Interfutur, qui là est vraiment la version des pays du Nord, qui est assez néolibérale et qui promeut, qui donne des clés en fait sur comment les pays occidentaux peuvent s'adapter à l'interdépendance nord-sud et donc au développement des pays du Sud. Donc là, c'est vraiment la version pour les pays du Sud. Mais là aussi, c'est un peu toujours le même message de l'économie peut nous permettre de concilier environnement, développement et croissance économique. Ça, c'est une première série de réactions, plutôt économie globale. Si vous avez des réactions de l'économie de l'innovation, qui est un domaine qui est émergent, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Donc l'économie est un peu héritée de Schumpeter, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un peu évolution des innovations, avec un centre de recherche qui existe encore, qui est assez influent sur les questions de transition énergétique. Aujourd'hui, la Sussex Policy Research Unit, qui va publier une des premières critiques scientifiques du rapport du Club de Rome, et où l'argument principal va être en fait que refuser de prendre en compte l'innovation, c'est refuser de prendre en compte la capacité d'adaptation des sociétés humaines, en fait, qui sont capables d'inventivité et d'innovation. Et donc, se développe toute une série de travaux qui vont donner des travaux sur les transitions technologiques, les transitions énergétiques, pour essayer de comprendre, caractériser ces dynamiques d'innovation. Et enfin, on a une troisième série de réactions qui là va être plutôt de l'économie institutionnalisée néoclassique, qui va se saisir en fait de la question des ressources. Je vais en parler un peu plus parce que c'est assez lié à la suite. Avec d'abord Robert Solow. Donc Robert Solow, c'est un économiste qui a eu le prix Nobel également, plutôt macroéconomiste, connu pour ses théories de la croissance. Et là, c'est en 73. Il est plutôt à la fin bien avancé dans sa carrière. Et il va écrire un article qui est explicitement en réaction au Club de Rome, en disant c'est pas possible d'envisager que falloir arrêter la croissance, en gros, qui s'appelle The Economics of Resources or the Resources of Economics, où il va en fait aller rechercher des théories des années 30 sur la gestion des ressources épuisables, donc les ressources fossiles notamment,
et essayer de les intégrer à son modèle macroéconomique de croissance d'une façon qui, qui fasse que le fait qu'on repose sur des ressources fossiles qui sont épuisables ne remette pas en cause la possibilité de croissance, donc du point de vue mathématique. Et donc lui, il commence à développer ça en s'appuyant sur les travaux donc, de Hotelling, économiste dans les années 30, qui avait travaillé sur les ressources fossiles. Et il va faire ça avec William Nordhaus, qui était, je pense, doctorant avec lui à l'époque, et qui va, lui, plus développer la partie, justement, comment on intègre ces ressources limitées, enfin, la rareté des ressources énergétiques dans les modèles macroéconomiques. Et il va développer un artefact de modélisation qui va être très influent par la suite sur la croyance qu'on pourra toujours trouver des solutions. Dans un article qui s'appelle The Allocation of Energy Resources, paru en 73. Donc, en fait, il veut essayer de développer un modèle où on ne va pas avoir d'extinction des sociétés humaines si on n'a plus de ressources fossiles. Et il s'appuie sur les travaux, donc je l'ai déjà cité, Hotelling, qui avait fait en fait une théorie microéconomique de l'utilisation optimale de ressources limitées. Donc, quand une entreprise a besoin d'énergie et de ressources, elle va commencer par prendre les ressources les moins chères et puis après ça, prendre les ressources un peu plus difficiles à extraire, etc. Et donc, il développe une théorie de la succession des ressources énergétiques. On va commencer par développer, par utiliser les ressources pas très chères, pas très efficaces. Et puis, petit à petit, on va aller vers des ressources qui sont de plus en plus chères à extraire, mais de plus en plus efficaces, de plus en plus abondantes. Et pour que son modèle puisse se résoudre du point de vue strictement mathématique, il va intégrer une technologie ultime qu'il appelle le backstop, donc c'est un peu le filet de sécurité, qui est la dernière technologie, en fait, à la fin. Qui est celle qui va remplacer toutes les autres, qui est extrêmement chère, qui demande énormément d'investissement, mais qui est sans fin. Et donc ça, c'est la partie mathématique de son modèle qui lui permet d'éviter que finalement le modèle ne se résolve pas, que le prix converge de l'énergie converge à l'infini et que ça ne fonctionne plus dans la théorie macroéconomique. Mais il va, dans son article, assortir à ça une histoire, en fait, qui va donner une forme à cette technologie. Et à l'époque, on est en plein développement des promesses du nucléaire. Donc pour lui, cette technologie, ça va être le nucléaire. Donc, soit le nucléaire à base de surgénérateurs, c'est-à-dire des centrales nucléaires qui vont recycler les déchets et s'en servir comme combustible. Quelque chose qu'on a essayé de développer mais qui n'a jamais vraiment abouti. Donc, il y a eu un projet en France qui s'appelait Super Phoenix, notamment, mais qui, dans les années 70, était vraiment la grande promesse, ou éventuellement de la fusion. Et ça va faire disparaître, en fait, le problème de la rareté des ressources à long terme. Et il dit bien que l'existence de cette technologie ultime est cruciale, en fait, au problème de l'allocation de ressources énergétiques limitées. Et là, on a un peu un paradoxe qui est qu'il y a justement ce fait de tabler sur une espèce de certitude que la transition vers cette ressource va exister pour résoudre le problème d'intégrer la rareté des ressources dans la macroéconomie. Donc, un peu une espèce d'entremêlement entre le modèle et la mathématique du modèle et un discours plus politique et prospectif. Et donc là, c'est le plan de transition énergétique de William Nordhaus, en fait, pour résoudre le problème énergétique. Où il précise quand même dans l'article qu'il ne faut pas le prendre au sens littéral, mais que la transition des ressources fossiles épuisables aux ressources nucléaires est inévitable. Et donc il y a un plan par période où doucement, en fait, le nucléaire, donc il propose les surgénérateurs, va d'abord servir à produire de l'électricité, puis l'industrie, puis le bâtiment, et enfin aussi le transport en dernier. Et donc on arrive à cette... Et en fait, l'existence de cette promesse technologique qui, à l'époque, est pas vraiment contestée, en tout cas dans les cercles qui s'intéressent au changement climatique. Je ne sais pas si vous avez... ça va alimenter quelque part cette idée que, au bout du compte, on aura une énergie décarbonée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou lu le livre de Jean-Baptiste Fressos qui est paru au début de l'année
qui raconte justement cette histoire et aussi le rôle du lobby du nucléaire dans le développement, associé aux thèses d'inquiétude sur la rareté des ressources dans la formulation du problème climatique. En fait, il montre ça. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de question d'énergie solaire, par exemple. Ça existe, c'est pas dans celle dont parle Nordhaus, il y a vous avez par exemple Amory Lovins qui est un défenseur des énergies, à la fois du marché et des énergies solaires qui aussi donc qui s'oppose à la version du nucléaire, mais donc il y a aussi de l'énergie solaire, mais c'est vrai que c'est pas ça qui est pris comme la promesse aujourd'hui. Le backstop technologique serait sans doute l'énergie solaire plutôt que. Ouais, oui, mais parce que c'est pareil, c'est très abondant et quand même coûteux à mettre en place, mais à l'époque, c'était vraiment. C'est assez intéressant d'avoir cette promesse qui n'était pas trop questionnée, quoi, à part par justement des gens comme Amory Lovins, mais qui n'était pas dominant, quoi. Donc là, c'est dans les années 70, hein, ça a quand même bougé depuis. Nordhaus aussi, je pense, a changé d'avis. Mais c'est pour vous donner un exemple un peu de cette bizarrerie de raisonnement qui font pousser vers le futur quelque part à la nécessité d'agir, même si là, le problème, c'est pas le changement climatique, c'est la raréfaction des énergies fossiles, mais après, ça va être recyclé. Et c'est aussi ça que montre Fressoz, en fait, ces cadres conceptuels vont être recyclés pour penser le changement climatique, puisque le changement climatique est lié à la consommation énergétique et aux ressources énergétiques. Euh, Donc là, je vais faire un peu un saut dans le temps pour passer aux questions mais en restant sur ces questions de temporalité et d'innovation, mais en passant dans les années 90. Donc entre ce travail de Nordhaus, les limites à la croissance, il y a tout un travail de mise à l'agenda du changement climatique, la création du GIEC, et des travaux qui commencent à s'intéresser à l'impact des choix énergétiques sur le changement climatique. Donc les premiers, c'est dans les années 70-80, et puis après, ça se développe. Et on en arrive aux années 90, où le problème principal en termes de lien entre économie et climat et de négociation internationale, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à réduire les émissions. Euh, et il y a un papier qui a été assez influent, donc qui n'est pas un papier d'économie, c'est plutôt des ingénieurs et un climatologue euh, qui est publié en 96, qui va faire un argument qui, quelque part, se rapproche de ce qu'on trouvera dans l'économie néoclassique, selon lequel, finalement, le meilleur choix, c'est d'investir dans la R&D, mais de ne pas faire grand-chose d'autre pour les 15 prochaines années, en gros. Donc, qui est plutôt dans cette version attentiste, en disant, bah, en fait, finalement, c'est investir dans la R&D va nous permettre de réduire ça à moindre coût plus tard, parce qu'on sera plus riche et puis on aura des technologies plus performantes. Et ça va être très critiqué, notamment par un économiste qui s'appelle Michael Grob, qui est à l'Imperial College à Londres, et qui, lui, va critiquer l'absence, en fait, de prise en compte du marché, des frictions du marché et des rapports entre État et marché dans ce modèle, en fait, il va critiquer le fait qu'on pense que, enfin, dans un modèle comme ça qui dit, bah, si on investit dans la R&D, on aura des technologies dans 15 ans qui seront très performantes, ça oublie complètement tout le travail, et on rejoint l'économie de l'innovation un peu, de mettre des innovations, de nouvelles technologies sur le marché, de les faire exister, tous les effets d'apprentissage qui vont faire que des technologies se développent ou se développent pas. Et donc lui, il plaide pour une conception du changement technique qui est beaucoup plus située, ancrée dans les dynamiques de marché et pour un rôle actif de l'État, en fait, au bout du compte, dans le soutien et le pilotage des innovations technologiques. Donc on a cette tension et ça va amener quand même une sophistication et un raffinement de la prise en compte du changement technique. Donc on n'est plus du tout dans ces logiques-là aujourd'hui. Puis de toute façon, on est plus que 15 ans après, donc on est arrivé au moment où les technologies sont censées se développer. Mais il y a
donc on voit un peu des tensions entre à quel point on stylise, on abstrait l'économie et ces questions de temporalité qui se posent avec différentes visions de qu'est-ce que c'est qu'agir et quand est-ce qu'il faut agir. Parce que forcément, si jamais on considère que l'État va piloter le marché et faire émerger les innovations, il faut que l'État investisse beaucoup plus tôt et se positionne beaucoup plus tôt, pas uniquement dans la R&D, mais aussi sur vraiment des instruments de soutien, l'organisation technologique, etc. Voilà. Je vais continuer sur ces questions de temporalité en rentrant un peu plus dans la logique économique et d'autres débats justement toujours sur cette question de quand est-ce qu'on agit et je vais revenir sur le rapport Stern si vous me suivez encore. Si vous avez des questions de précision, de compréhension, n'hésitez pas. Et donc là, on est 10 ans après le papier que je mentionnais, donc dans les années 2000. Donc Nicolas Stern, c'est un économiste, mais plutôt économiste expert que économiste académique, c'est un haut fonctionnaire britannique. Le rapport, modestement intitulé The Economics of Climate Change, c'était une commande du gouvernement britannique et qui s'inscrit complètement dans le cadre de l'économie néoclassique, économie de l'environnement, pas du tout à contester l'organisation économique telle qu'elle est, il commence par définir le changement climatique comme la plus grande défaillance de marché jamais vue. Donc là, c'est vraiment une formulation qui dit, il faut corriger, c'est une défaillance, il faut le corriger, et ensuite, une fois que ce sera corrigé, le marché fera son travail et ça fonctionnera bien. Mais ce qui est particulier et nouveau dans ce rapport, c'est qu'il va insister sur le fait que les bénéfices d'une action à la fois forte et rapide sur le changement climatique l'emportent très largement sur les coûts. Donc, il fait des estimations à la fois du coût des impacts du changement climatique et du coût de la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre. Donc, il estime à 500-550 ppm, ce qui est un doublement, ce correspond à un doublement par rapport aux concentrations pré-industrielles. Aujourd'hui, on est autour de 400-420. L'objectif de 1,5 degré, c'est largement dépassé à 500-550 ppm. Donc, on était allé sur des objectifs moins ambitieux que ce qui prévaut aujourd'hui. Mais il estime ça à 1% du PIB global en 2050, donc c'est pas énorme, quoi. Et après, il propose donc des piliers de politique de réduction des émissions qui sont vraiment des instruments classiques pour la théorie économique, donc donner un prix au carbone, avoir une politique technologique et lever des barrières au changement de comportement. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que ça, c'est juste pour le résumer, mais ce n'est pas le point principal que je veux discuter. Ce que je voudrais discuter, c'est le deuxième point, qui est que pour Stern, les bénéfices d'une action forte et rapide l'emportent sur les coûts de l'action, qui est quelque chose qui, pour nous, paraît peut-être évident, comme ça, spontanément, mais qui, pour les économistes, était tout à fait non conventionnel. Et qui va faire que le rapport en fait va être très commenté, très critiqué par la littérature en économie du climat. Donc là, je parle vraiment des économistes néoclassiques, le côté prestigieux de la discipline, donc notamment William Nordhaus, aussi Weizmann, qui était un grand économiste de l'environnement, Richard Toll et Yeo, enfin, toute une série d'économistes. Das Gupta aussi, c'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur les services écosystémiques notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il critique, c'est pas les méthodes, parce qu'en fait, Stern utilise les mêmes méthodes que l'économie néoclassique. Mais par contre, les conclusions du rapport, en fait, qui vont à l'encontre de la majorité des évaluations économiques du changement climatique à l'époque, puisque, je vous l'ai déjà dit, ces analyses économiques vont conclure généralement, comme l'article dont je parlais un peu avant, en faveur d'une action modérée à court terme et des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui vont se renforcer à moyen et à long terme, en tablant sur le fait que ce sera plus facile et moins coûteux d'agir plus tard. Et comment on peut expliquer cette controverse? En fait, c'est une controverse qui se noue autour des hypothèses sur ce qu'on appelle le taux d'actualisation ou discount rate, qui est un paramètre qui change complètement en fait quand on le modifie l'allocation des efforts entre le présent et le futur. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux d'actualisation? Je ne peux pas m'appuyer sur des économistes pour me donner la définition officielle, mais c'est quelque chose qui est très abstrait, mais qui est en gros une méthode qui permet de comparer la richesse présente et la richesse future, ou d'évaluer
combien ça coûte de faire une dépense dans le futur plutôt que de la faire aujourd'hui. C'est un peu l'inverse du taux d'intérêt qui est la récompense qu'on a. Enfin, le taux d'intérêt, c'est la récompense qu'on a pour ne pas dépenser son argent maintenant et pour l'épargner. Et le taux d'actualisation, c'est un peu l'inverse. Ça va permettre de convertir une valeur future en une valeur présente. Donc, le taux d'intérêt, avec le taux d'intérêt, cet argent que je n'utilise pas aujourd'hui, ça me donnera tant d'argent dans le futur. Et le taux d'actualisation, c'est voilà, dans le futur, ça correspond à telle valeur dans le futur correspond à telle valeur aujourd'hui. Et c'est en fait quelque chose qui s'appelle, en anglais, c'est discounting. On en trouve aussi des fois taux d'escompte en français dans des textes plus anciens qu'aujourd'hui. Et en fait, ça fait l'hypothèse que dans le futur, l'argent vaudra moins cher, à la fois parce qu'il y aura eu de la croissance économique et parce qu'il y a une préférence des acteurs économiques pour le présent. Il y aurait une préférence des acteurs économiques pour le présent. Et donc, ça va dévaluer les choses. Et plus le taux d'actualisation est important, plus ça va dévaluer le futur. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Et ce que va faire Nicolas Stern, c'est qu'il va utiliser un taux d'actualisation quasi nul, en fait, et il va le faire en justifiant pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, pas académiques, pas économiques, mais éthiques, en disant bah, on ne peut pas ne pas accorder de poids aux générations futures dans la décision. En fait, on ne peut pas leur accorder un poids moins important qu'à nous. Parce que le taux d'actualisation, normalement, c'est pour des estimations, pour les investissements, donc c'est des flux monétaires. Mais dans le cas du changement climatique, comme ça amène à dire bah, finalement les impacts qui sont dans le futur, c'est des coûts qui sont moins importants pour nous parce que c'est éloigné. Et par contre, les actions, elles sont à faire aujourd'hui, donc ça coûte plus cher. Si jamais on considère que dans le futur, enfin, moins on donne d'importance au futur, moins on va agir. Et donc, ça consiste à dire, bah, c'est pas grave que les générations futures subissent les impacts de ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et donc Stern va dire, bah, non, on peut pas se permettre de dire ça, donc pour rééquilibrer, je vais mettre un taux d'actualisation très, très faible. Et Nordhaus, il va notamment, mais pas uniquement, il va lui reprocher d'avoir fait ça, pas sur le côté on s'en fiche des générations futures, c'est pas ça le point, mais c'est parce qu'il lui reproche de faire un choix politique en calibrant le paramètre de cette façon, en fait. Pour Nordhaus, le taux d'actualisation, il doit correspondre à une valeur du marché, en fait, qui va révéler les préférences actuelles, donc par exemple le taux d'intérêt. On ne peut pas juste choisir ce qu'on veut de façon normative. Et donc là, ça révèle bien deux positions sur le rôle de l'économie par rapport à la décision politique de façon générale et pas uniquement sur le changement climatique. Une vision qui assume la normativité en disant bah, on va calibrer les modèles pour répondre à ce qu'on veut faire et à ce qu'on pense qui est juste, et une version qui est plutôt sur l'objectivité. Donc, c'est le modèle qui va nous dire ce qui est juste, ce qui est optimal, et on doit utiliser des valeurs qui sont pas choisies par l'économiste, mais qui émanent de l'étude du marché, de l'étude de l'économie réelle. Donc, des positions qu'on ne peut pas concilier en résolvant un modèle. Et ça rejoint en fait ce dont je parlais en introduction autour de l'optimisation, en fait, où la logique économique va souvent aller vers la détermination de politiques optimales, c'est-à-dire à moindre coût ou le moins coûteux possible. Et donc là, on va retrouver cette question de la normativité contre l'objectivité, en fait. Parce que dans la recherche de solutions optimales, on va mettre en balance les coûts de l'action avec les impacts de la pollution. L'idée étant qu'il ne faut pas payer plus pour réduire la pollution que ce qu'on gagne en réduisant la pollution. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas dépolluer parce que c'est ça la pollution, on va dépolluer parce que ça coûte cher d'avoir à gérer la pollution. Donc on va dépolluer on va payer jusqu'au niveau où... il ne faut pas qu'on perde d'argent en dépolluant, quoi. C'est-à-dire que si ça nous permet d'éviter les coûts de dépollution, c'est bien. Et à partir du moment où c'est plus, c'est un peu ça la logique. Là encore, je suis un peu caricatural, comme il n'y a pas d'économiste pour se défendre. Mais
Je peux essayer de vous faire comprendre en fait le raisonnement. Et après, il y a deux approches. Il y a une approche qui va être, on va minimiser les coûts pour atteindre un objectif exogène, donc il y a une approche coefficacité, où là, on peut faire comme Stern, dire bah, l'objectif, ça doit être ça, parce qu'on a décidé, quelqu'un d'autre que moi a décidé, ou moi, je décide que c'est ça. Et il y a une approche qui, là, va être beaucoup plus confiée de choses au modèle économique, à la théorie économique. On va laisser le modèle déterminer l'objectif qui sera économiquement optimal. Et là, c'est une approche coût-bénéfice. Donc, l'approche coût-efficacité, elle n'est pas aussi caricaturale que ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'il faut dépolluer plus que ce qui est... enfin, payer plus pour dépolluer, mais on va essayer de le faire de la façon la moins coûteuse possible quand même. Alors que dans l'approche coût-bénéfice, c'est vraiment la balance des prix, enfin des coûts et des bénéfices qui va décider de l'objectif. Et donc, en fait, appliqué au changement climatique, ça pose un problème parce que on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça va être les bénéfices de l'action, parce qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça va être les impacts qu'on va éviter. Et là, on arrive à une deuxième des raisons pour lesquelles les économistes pouvaient dire il vaut mieux agir plus tard. Parce que la première, c'est donc qu'ils considèrent que ça, enfin, il y a une prime au présent, donc on va préférer considérer que c'est moins coûteux d'agir plus tard à cause du fait du taux d'actualisation et du fait que les gens du futur seront plus riches, auront plus de technologies, etc. Et la deuxième, c'est qu'il y a un problème de l'évaluation des dommages, en fait, qu'on ne connaît pas bien. Donc, non seulement le coût des dommages va être dévalué, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de données pour les estimer. Et par exemple, Nordhaus, dans ses premiers articles sur le changement climatique, écrivait que le changement climatique n'aurait pas trop d'impact sur l'économie parce que 90% des activités économiques aux États-Unis se font à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut mettre du chauffage ou de la clim. Ce qui est une version très déracinée de ce que c'est que les impacts du changement climatique et de ce que c'est que la relation de l'économie à l'environnement. On est vraiment l'économie, c'est des histoires d'argent, c'est abstrait, c'est ce qu'on fait dans les bureaux et il y a un petit peu d'agriculture quand même. Ce qui serait si vous prenez une version qui va regarder les flux physiques, ça marche pas trop comme ça. Mais voilà ce qui contribue à expliquer pourquoi pendant aussi longtemps les économistes ont été plutôt attentistes que proactif, et que voilà, la voie de agir doucement était dominante. Voilà, je vais terminer avec quelques points clés à retenir avant la discussion. Le premier point, c'est que le changement climatique, c'est un objet particulier en termes d'analyse économique du fait de trois aspects principaux: le caractère global, le caractère de long terme, donc la nécessité de prise en compte du futur et d'un futur qui est quand même lointain, c'est-à-dire qu'on n'est pas une planification à 5 ans, mais c'est de la prospective au moins à l'échelle du siècle. Et les climatologues aimeraient bien des fois avoir des données qui vont plus loin sur les projections d'émissions de gaz à effet de serre, mais on ne sait pas trop faire des projections à 200 ou 300 ans, 500 ans. C'est un problème qui est à la confluence entre beaucoup de disciplines, donc qui requalifie quand même les liens entre économie et notamment sciences de l'environnement, ingénierie. On a eu depuis les années 70, en gros, le développement d'une économie du climat, entre guillemets, standard dans les départements d'économie, dans les revues d'économie, mais plutôt à bas bruit, et aussi, et de façon plus influente et plus importante, de communautés de recherche ad hoc qui étaient vraiment appliquées au changement climatique, avec la défilation intellectuelle hybride, donc qui empruntait à l'économie, mais pas seulement à l'économie et pas tout de l'économie. Ensuite, au point qui est plutôt par rapport à ma dernière partie, il y a une tendance de l'analyse économique à dépolitiser, donc qui n'est pas spécifique au changement climatique, mais qui s'y manifeste de façon assez flagrante et peut-être plus choquante justement, donc avec, à travers l'analyse coût-bénéfice et la valorisation d'une forme d'objectivité par le calcul qui est vraiment représentée par la version de Nordhaus, où on a des choix normatifs aussi qui vont être assez encapsulés dans des modèles. Parce que même dans le cas du rapport Stern, c'est le choix normatif qui passe par le taux d'actualisation, qui est un paramètre quand même assez technique pour son modèle. C'est pas directement lisible, même s'il l'explicite.
Et enfin, bah, le changement climatique va aussi raviver certaines critiques de l'économie, parce que quand on arrive devant ces tensions, ça amène à se dire bah, peut-être il faudrait changer les conceptions économiques, en tout cas les paramètres, et les rediscuter. Et bon, d'ailleurs, Nordos a quand même bougé et évolué, même si dans son discours de Nobel, il continue à dire qu'il y avait un réchauffement optimal autour de 3 degrés, mais il a fait une dernière version de son modèle qui est déjà beaucoup plus ambitieuse, entre guillemets, en termes d'action climatique. Euh, et au-delà, c'est pas les approches qui sont dominantes dans le GIEC aujourd'hui. Donc, il y a quand même d'autres approches qui sont aussi critiquables et critiquées, mais qui se développent et qui s'y implantent. Voilà, je vous remercie et puis je vais laisser la place à la discussion. Voilà, donc merci beaucoup Béatrice, on comprend un peu mieux le monde pourquoi est-ce que le monde, le gouvernement, les responsables sont aussi lents aussi à l'action, aussi avec cette approche par les théories économiques. Donc maintenant, la discussion va être ouverte avec le professeur Mounir Ndiaye, qui est donc au Sénégal, pour environ avant d'ouvrir les questions aux différents au Sénégal, au Burkina et en France. Professeur. Merci beaucoup, Madame Quint. Merci, Madame, de m'avoir donné la parole. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir la présentation de Madame Quint, donc sur l'économie du climat, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, c'est une présentation qui formule beaucoup de problématiques. La question du climat, je vous informe déjà que l'enseignement même de l'économie de l'environnement a beaucoup décliné en Afrique. Parce que moi, je donnais beaucoup de cours. Des écoles m'approchaient pour donner des cours en économie de l'environnement. Mais de plus en plus, cet enseignement-là a été délaissé. On n'en parle plus. Au rythme des négociations internationales, au rythme des problèmes liés au changement climatique, le maintien des mêmes problèmes d'année en année, peut-être attribue créer en Afrique un certain lancement. Un lancement. La fois dernière, j'évoquais cette question en vous disant qu'en Afrique, on a le sentiment que de plus en plus, la question de l'environnement est est une question qu'il faut aborder par les autres qui polluent, et que s'il s'agit de l'Afrique, ça ne peut être qu'un dédommagement, parce que pour être responsable en étant responsable de 3 à 5% de la pollution de l'atmosphère à travers le monde, bon, ça peut poser quelques problèmes. Pour convaincre l'opinion publique africaine de s'intéresser normalement à cette question. Mais il faudra quand même faire beaucoup d'efforts pour que cette question-là soit abordée de manière uniforme un peu partout, parce que c'est une question qui nous concerne tous. Il y a d'attentisme à faire, parce que les économistes ont été un peu piégés ces dernières années dans une cacophonie scientifique, d'où ils ne sont pas encore sortis indemnes. Parce que moi, je me dis que la fois dernière, j'avais abordé la question sous l'angle du capitalisme et de son exacerbation. Nous savons que, à part la force de l'argent et de la capture des mécanismes régulateurs sur le plan international par la loi du profit et de l'accumulation des capitaux, il y a eu quand même une certaine noyade de forces adverses, parce qu'on a parlé du mouvement altermondialiste qui a été donc combattu. Moi, je ne me considère pas comme altermondialiste ni comme libéral ou socialiste. Je fais une analyse scientifique des choses et je pense que tout comme moi, hein, j'appelle tous les économistes à avoir la même posture, à ne pas se noyer dans des débats idéologiques, à être concret pour poser les questions comme elles doivent être posées. Je pense que la présentation de Madame Pointe est assez illustratrice du moins
de la situation. Je pense qu'il y a beaucoup de paradigmes de pensée qui ont été présentés au départ avec sa version mainstream ou la version critique. Je pense que la version critique, c'est la version qui a été le plus développée, je pense, par les économistes, tout simplement. Bon, intégrer dans une version mainstream les enjeux environnementaux à l'économie. Bon, c'est vrai que les deux approches ont été donc adoptées par des économistes. Hein. Vous pouvez voir que dans les publications scientifiques, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce désintérêt vis-à-vis de la question environnementale qui est donc observé au niveau des grandes revues internationales, les grandes revues les plus cotées. Mais il faut savoir que quand même, il y a des revues secondaires en Afrique et un peu partout qui s'intéressent à la question, même si ces revues-là, leur visibilité n'est pas la bonne visibilité, mais cette question-là est bien abordée. Toutes les deux versions, toutes les deux visions sont développées, mainstream comme la vision critique, qui montre que effectivement la croissance économique quand même a des limites et qu'il faudrait agir encore qu'il est temps pour trouver des solutions par rapport donc à l'aggravation des problèmes liés à la pollution, des problèmes liés à l'environnement. J'aimerais également aborder une question avant de passer pour ne pas l'oublier. C'est que il y a une dimension importante qui a été sortie par les économistes contemporains, parce que, bon, Nordhaus, Kalecki, peut-être, c'est des économistes qui sont un peu bon, c'est pas dépassé, je ne dis pas dépassé, mais c'est comme à la dimension de Arthur Pigou, qui avait développé des études pour montrer comment le coût lié donc à la dégradation de l'environnement, la pollution doit être intégré dans les coûts économiques. Donc, il y a un coût privé et un coût collectif. Parce que le fait de produire tout seul, de se faire des profits, il y a une rentabilité financière qui est peut-être individuelle, mais si on tient compte de la dimension collective, le coût est encore plus élevé. Parce que, effectivement, la production est liée donc à des externalités très négatives. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord que la dégradation de l'environnement, les problèmes de dérèglement climatique, tout ça, l'économie, les problèmes de climat, c'est vraiment la plus grande défaillance du marché. De toute façon, ça, c'est abordé comme ça par les économistes, parce qu'on considère que il y a trois éléments ou trois défaillances de marché qui doivent justifier l'intervention de l'État. La première défaillance, c'est les biens publics, comme on le sait. Les biens publics ne seront jamais produits par des entreprises privées parce que dans les biens publics, il n'y a pas de bénéfice. Donc, il faut une dynamique collective par la taxation ou bien par des mécanismes de finances publiques, trouver un moyen de faire les... Donc, ça, c'est un premier champ où l'État va intervenir. Il y a les rendements croissants. En cas de rendement croissant, il y a donc toute une démarche de régulation qu'il faut avoir. L'État doit intervenir parce que c'est ce qui se passe à l'époque. Bon, maintenant, ça s'est un peu estompé avec les monopoles naturels tels que la distribution d'électricité, la distribution d'eau, les télécommunications. Il y avait des rendements croissants. Et il y a certains monopoles quand même qui avaient des rendements croissants par le jeu donc le jeu de calcul subtil qui se faisait entre l'offre et la demande et qui permettait à ces monopoles-là de maximiser leurs profits en donc créant la pénurie quand c'est nécessaire pour augmenter le prix. Donc ça aussi, ce sont des rendements croissants qui doivent nécessiter l'intervention de l'État. Mais les économistes sont d'accord effectivement que le plus grand champ d'intervention de l'État sur lequel il faut s'appuyer, c'est vraiment le côté environnemental. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives, qui a été abordé par Arthur Pigou, qui a été abordé par beaucoup d'économistes. Et il y a une dimension importante de l'environnement qui est souvent ignorée, c'est la dimension réglementaire. Je pense que des économistes un peu plus contemporains des années 60-70, comme Michael Porter, Van der Linde, ont fait des modélisations qui montrent que par la réglementation, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés par la réglementation environnementale. Parce que pour eux, en mettant des règlements vigoureusement mis en application, ça pourrait inciter même à l'innovation. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Schumpeter et d'innovation, en considérant que si on n'est pas
enclin à donc intégrer la dimension d'innovation, c'est parce qu'on ne peut pas régler les problèmes, c'est parce qu'on ne peut pas avoir des solutions, des pistes d'acclimatation, d'accommodation, d'adaptation par rapport donc au changement climatique. Je pense que ça aussi, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Il y a également, quand j'écoute Mme Pointe, une autre dimension importante, c'est la dimension de l'évaluation des dommages. Je pense que par le jeu du capitalisme ou par le jeu de la loi de l'argent, je donne l'exemple d'un certain nombre d'entreprises qui ont été implantées, par exemple, au Sénégal. Des entreprises qui n'auraient pas dû implanter si les évaluations avaient été faites et publiées et appliquées par l'État. Parce que c'est des évaluations qui montrent clairement que ces productions-là allaient avoir plus de dommages sur la santé des populations, sur leur quiétude en termes économiques, que les avantages privés que les entreprises implantées vont en tirer. Il y a beaucoup d'entreprises d'extraction au Sénégal, de production de biens, d'extraction de produits, de production d'un certain nombre de choses. Je cite généralement la région de Louga où j'habite. À Louga, il y a une entreprise qui s'appelle la SPIA, qui produit des pesticides et qui est implantée même au bord des habitations. Et cette entreprise-là, si véritablement une évaluation correcte a été faite, l'État n'aurait pas dû accepter à cette entreprise-là soit installée à la place où elle a été implantée. Ça aurait dû être un peu plus loin. Mais malheureusement, la loi de l'argent fait que... Et puis les États sont un peu coincés par rapport aux avantages escomptés de la présence de ces entreprises-là, en termes de fiscalité, en termes d'avantages d'emploi. Bon, je pense que ce sont ces questions-là qui sont mises en avant. Mais il y a eu quand même, on a beaucoup enseigné les méthodes d'évaluation contingente. À l'époque, avant, bon, il y avait un certain temps où, avant d'implanter une entreprise, on faisait une évaluation contingente. C'est-à-dire que on prenait, par exemple, le type de gaz que tu vas dégager, on prenait des cobayes, que ce soit des animaux ou même des humains, on leur faisait respirer ça pendant un certain temps, on analysait leur sang pour voir quel a été l'impact sur leur santé et faire une évaluation contingente pour voir est-ce qu'effectivement, en termes de gains collectifs, de coûts-bénéfices, est-ce que l'implantation de cette entreprise-là donc, était causée plus de dégâts qu'il n'en produisait. Et je suis tout à fait aussi d'accord sur l'analyse, comme l'a fait Williamson, comme l'a fait Ronald Coase. Rappelez-vous du problème du coût social qui a été abordé par Ronald Coase, le problème des coûts de transaction qui a été donc posé par Williamson, qui a été prix Nobel d'économie en 2008 ou 2009, et tout ce que cela a généré. C'est-à-dire que la logique de la régulation environnementale, effectivement, c'est pas c'est-à-dire, c'est pas, si on dépense, c'est ce que je disais tout à l'heure en recevant des spéciales de l'évaluation. Je disais que si on met 1 franc pour évaluer et que si on met 5 francs pour évaluer et que cette évaluation-là ne permettra de gagner que 3 francs, bon, il y a un manque à gagner, il faut l'abandonner. C'est pourquoi Ronald Coase disait ne rien faire si c'est la solution la moins coûteuse. Ne rien faire. C'est-à-dire que si la politique environnementale, effectivement, coûte plus cher que les avantages qu'on peut en escompter, il faut effectivement arrêter la politique environnementale. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Parce que si on réfléchit uniquement sur le côté économique, accumulation des richesses, bénéfices, en ne regardant pas les impacts moraux, les impacts sur la santé, en ne les mesurant pas, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les économistes sont interpellés. Parce que les modèles qui sont expliqués, j'ai bien vu les modèles qui ont été présentés par Mme Pointe. Je suis tout à fait en phase avec ces types de modélisation-là. Bon, il y a donc, comment dire, Integrated Assessment Model. Cette modélisation-là, je suis tout à fait d'accord. Mais en tant qu'économiste, moi, je trouve beaucoup de problèmes dans ce type de modélisation-là. Parce que généralement, on modélise en économie sans fonction de réaction. On modélise dans un côté seulement, alors qu'on ne tient pas suffisamment compte des fonctions de réaction. C'est pourquoi aujourd'hui, l'économétrie est de plus en plus supplantée par les méthodes d'économie expérimentale, où on prend des multitudes de scénarios qu'on étudie pour en choisir le scénario le moins coûteux. Et ne pas faire seulement une modélisation qui montre des impacts par-ci, par-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie expérimentale doit être développée et mise en œuvre dans le cadre de la modélisation environnementale. C'est ce qu'il faut faire, parce que la modélisation telle qu'elle est conçue
dans le passé, dans un passé récent, ne peut pas continuer parce que c'est une modélisation qui n'a pas donné les résultats escomptés. C'est comme ce que Black et Scholes avaient fait. Black et Scholes avaient fait des modèles pour montrer comment éviter la crise financière, mais leurs modèles n'ont pas permis quand même d'empêcher la crise des subprimes, qui a causé plus de 2500 milliards de dollars de pertes. Des crédits immobiliers qui faisaient environ 600 milliards de dollars ont généré des pertes de plus de 2000 milliards, alors qu'il y avait des économistes qui avaient fait des modèles pour éviter ces crises-là. C'est la même chose dans le domaine environnemental. Dans le domaine environnemental, il y a beaucoup de modélisations qui se font, mais ces modèles-là, on voit que le problème environnemental continue de rester entier. Ça continue même de s'aggraver. Donc, il faudrait aussi changer de paradigme de modélisation pour trouver des problèmes, des solutions. Et il y a beaucoup d'illustrations qui peuvent être faites à ce niveau-là. Je pense que effectivement, l'économie, aujourd'hui, ce qui est fait, la piste privilégiée, c'est les économistes, c'est la planification stratégique. C'est-à-dire que les économistes essaient d'intégrer effectivement la dimension environnementale dans les modèles économiques. Donc, il va effectivement essayer de rénover un peu, d'innover par rapport donc, aux techniques de modélisation. Parce que la plus grande reproche qui a été faite aux économistes ces dernières années, c'est d'avoir trop mathématisé l'économie sans pour autant que ça produise les résultats escomptés. Rappelez-vous que les premiers économistes n'étaient pas des modélisateurs, c'était des philosophes qui n'utilisaient aucune équation pour régler des problèmes. Ils ont conseillé des rois depuis le Moyen-Âge. Ils ont conseillé des rois, des princes. Et ces princes-là ont pu développer des économies sans pour autant utiliser des équations. Et si vous regardez bien, le premier économiste qui a intégré les statistiques dans l'économie, je pense que c'était Wittgenstein. Hein? Il avait fait un essai sur l'utilisation des mathématiques en économie. Quand il avait envoyé son draft à John Maynard Keynes dans les années 30, ce que John Maynard Keynes a eu comme réaction au départ, c'était de dire qu'un magma de calcul incompréhensible et insensé. C'est ce qu'il avait dit. Il dit que donc l'économie, c'est des phrases, sujet, verbe, complément pour illustrer des choses et pour les régler. C'est par la suite que Keynes a vu que les statistiques pouvaient être utiles à l'économie et qu'il a accepté quand même de l'intégrer dans ses analyses. Mais pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, il y a une mathématisation à outrance de l'économie. Les économistes cherchent à ressembler aux mathématiciens, alors que leur modèle, il y a beaucoup d'imperfections dans cette modélisation-là. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire. Et je me rappelle que face à cette situation-là, dès les années 1960, il y avait un grand économiste qui s'appelait Bruno Mandelbrot, qui avait tenté avec la théorie des fractales pour essayer de calfeutrer ou bien de résorber ce problème de solutionner ou bien d'apporter une réponse aux limites profondes de la modélisation mathématique des économistes par rapport aux phénomènes économiques et aux phénomènes économiques, aux phénomènes environnementaux. Je pense que ça aussi c'est important. Et d'ailleurs, pour donner une illustration, regardez le cas des OGM. Les OGM sont un problème qui reste entier. Les gens n'ont pas réglé ce problème-là. C'est comme si des gens très puissants à l'échelle internationale ont fait voter des lois. Moi, je me rappelle que l'année dernière, au Sénégal, on a fait passer une loi sur les OGM très rapidement, en catimini. On a accepté des choses que vraiment, il n'y a pas eu de vérification pour voir. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de lumière sur quel est véritablement l'impact des OGM sur la santé humaine. Quel est l'impact des OGM sur les semences, sur l'avenir de l'agriculture? Il n'y a pas d'études pour établir ça. Donc ça, c'est une illustration importante qu'il faut donc faire à ce niveau. Il y a également une autre dimension abordée par Mme Pointe qui me semble extrêmement importante. C'est effectivement cette dimension de l'optimisation qui utilise le taux d'actualisation. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème quand même de modélisation des comportements. Ça aussi, c'est les limites au niveau des modèles, de la modélisation mathématique chez les économistes. Il y a l'optimisme technologique qui pose problème également parce que on ne peut pas être très optimiste, on ne peut pas être parfaitement optimiste par rapport donc à la capacité des technologies à régler les problèmes environnementaux. Ça aussi, il faudrait que ça soit abordé.
ça me ramène à quelque chose que j'avais dit la fois dernière. C'est-à-dire que pourquoi il y a urgence que cette question de l'économie, du changement climatique soit prise au sérieux dorénavant et tout de suite. J'ai dit ici la fois dernière que la population mondiale ne baisse pas, c'est une population qui augmente. Il y a au Sénégal, par exemple, on a perdu beaucoup d'espace qui servait à l'agriculture maintenant où des gens se sont permis de mettre des habitations. La réglementation foncière n'est pas suivie. Les plans d'aménagement du territoire ne sont pas suivis. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de cacophonie. On continue, la population mondiale continue d'augmenter. Les besoins alimentaires augmentent. Les besoins des humains augmentent. Et en même temps, il y a un rétrécissement des capacités de production à chaque pays, dans chaque pays. Et ces capacités de production sont mises à rude épreuve par le changement climatique. Parce que euh, euh, les gens ne regardent pas cela. Moi, ce qui me fait particulièrement peur dans ce monde, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision vraiment prospective. Il y a quelque chose qui bloque dans la mise sur le pied d'une bonne approche de prospective et d'anticipation par rapport à l'avenir. La fois dernière, je vous ai dit qu'au Sénégal, beaucoup d'études montrent qu'il faut déguerpir certaines parties du littoral, il faut déguerpir certaines villes à l'approche de Dakar, mais il n'y a pas d'anticipation. Parce que les États se disent que bon, il y a beaucoup de coûts, on va essayer de réfléchir, on peut attendre, bon, ce n'est pas encore arrivé. Non, mais il faut tout de suite commencer parce que chaque jour, on est surpris par des inondations, on est surpris par des crues de fleuves, on est surpris par des catastrophes naturelles qui viennent s'abattre sur nous. Alors qu'à chaque fois, on dit que non, on attend, après, il y a des catastrophes qui viennent. Donc, c'est le moment aujourd'hui de s'occuper de cette question-là. La population mondiale augmente, les besoins augmentent, les changements climatiques vont faire disparaître, vont nous priver de beaucoup de production agricole. Et ceci est un problème sur lequel il faut statuer très rapidement. Ça je l'ai dit la fois dernière. Je pense que le rapport... Diaye, professeur, est-ce que vous m'entendez, professeur Diaye? Oui, je vous entends bien. Et en fait, je suis vraiment désolée d'interrompre, mais le temps passe malheureusement extrêmement rapidement et votre discussion, les points que vous avez évoqués sont déjà extrêmement riches. Et à la fois pour permettre à Béatrice Pointe de répondre à vos commentaires et puis pour laisser un peu de temps aussi à Béatrice Pointe et à vous-même Pas de problème, pas de problème. voilà, vous avez raison. Aux questions qui vous sont adressées à tous les deux dans le chat et puis à Paris. Ça serait peut-être qu'on pourrait maintenant ouvrir la porte, le temps de la fin de la session à cet échange avec les auditoires. Ok, pas de problème, c'est bon. On vient et si vous avez voilà, évoqué les principaux qui vous tenaient à cœur, bien sûr. Oui, c'est bon. Je pense que, bon, j'avais vu quelque chose de très important, c'est vraiment le Autoling et Solo. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je vais laisser à Madame continuer. Voilà. Et donc, Corentin Bell va lire les différentes questions qui ont été posées. Peut-être qu'on peut les poser deux ou trois, tu verras. Quelques questions dirigées vers Professeur Pointe, que je vais pouvoir lire dans le chat. Donc, la première question est de Quentin Sago, qui dit: nous observons actuellement beaucoup de commentaires politiques autour de la nécessité de faire le lien politique de lutte contre le changement climatique et politique sociale. Existe-t-il des recherches sur l'intégration du développement humain et sa distribution, notamment nord-sud, dans ces modèles de trajectoire? La deuxième question, Gio Narcissé, qui demande: malgré les enjeux d'équité, l'Afrique est toujours confrontée aux élèves du changement climatique. Même avec les coûts déployés pour une adaptation, la situation. Quelle stratégie pour une meilleure prise en charge? Et enfin, deuxième question de Quentin Sago, voilà. A-t-on les moyens aujourd'hui empiriques sur l'impact du changement climatique, notamment en quittant la économie plus abstrait, pour intégrer les notions de microéconomie, typiquement le modèle d'évaluation de l'énergie et du flot, et mieux comprendre les phénomènes de destruction planétaire? Alors, vaste question. Pour la première question donc, sur les migrations de développement
comment dire, humain et sa distribution, oui, il y a des recherches à la fois au niveau national et au niveau global qui sont peut-être pas représentées globaux encore beaucoup, mais qui existent. Et peut-être que le professeur Ndiaye pourra en parler plus précisément aussi. Et que moi, il y a aussi, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, des recherches de justement faire des trajectoires qui sont plutôt axées sur le développement, sur la croissance économique, par exemple, ou sur les questions. Il y a des travaux sur les questions de standards de vie décent pour essayer de justement prendre en compte les enjeux de développement. Après, j'ai pas de référence très très précise non plus. Euh, sur la question des aléas du changement climatique, bah, effectivement, en fait, c'est un peu peut-être ce qu'il y avait en arrière-plan de la présentation, un peu le point 1 de l'analyse économique, en tout cas à ses débuts, hein, parce que mais même aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué d'évaluer et d'intégrer le coût des aléas. Euh, donc, je ne sais pas si là, le passage se fait par l'analyse économique ou plutôt par le bras de fer politique et, notamment ce qui est négocié au niveau international, même si ça, pour la compensation justement des aléas. Mais je pense que ça reste un problème qui est à la fois pour la recherche et surtout pour la politique qui est encore assez brûlant. Et alors la question sur les études empiriques, je ne sais pas si je suis assez précise dans mes connaissances pour faire le lien parce que je ne vois pas très bien les modèles de Banerjee et Duclos. Moi, ce que je connais, c'est les études plutôt sur le développement et la lutte contre la pauvreté. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, mais je ne suis pas sûre d'être qualifiée pour répondre à cette question. Euh, il reste quelques questions. Donc, à l'intention de Sarah Ndiaye. Selon vous, au Sénégal, et où et quelles sont les agricultures, transport, industrie qui pèsent le plus dans le cadre du changement climatique? Peut-être qu'on peut lire plusieurs questions. Oui. Et la deuxième, peut-on lutter en Afrique sans véritablement comprendre si cher à nos pays? Merci beaucoup. Et enfin, c'est beau. Peut-être pour nuancer ce que tu dis, la macroéconomie est toujours utilisée par l'idéologie, mais pour donner, à mon avis, pour tester la traduction de ces principes avant la des politiques publiques. Personne n'aura diffusé sur la base des travaux de Newton. Des écoles d'économistes expérimentaux, des écoles de physique expérimentales. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je pense que j'ai pas bien entendu, mais je crois comprendre les questions qui ont été posées. Bon, à l'échelle, au Sénégal et en Afrique, à l'échelle des pays, il y a des problèmes environnementaux qui se posent. À l'échelle des pays. En fait, si vous partez dans le sud du Sénégal, il y a une ville qui s'appelle Kédougou, où il y a des activités extractives extrêmement, notamment l'or, qui sont extrêmement nocives pour la population. Et si on vous dit toute la quantité d'or qui est produite dans cette zone-là, et l'impact négatif que cette production a sur ces populations, et vous regardez le degré de pauvreté de ces populations-là, vous allez vous inquiéter. C'est-à-dire que dans les côtes du Sénégal, les côtes minières, les côtes qui concernent l'extraction, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour lutter contre ces phénomènes-là, notamment par la responsabilité sociétale des entreprises. C'est à l'échelle des zones. Hein. Au Sénégal également, il y a beaucoup de production de certains produits. Par exemple, si vous partez à Niafrang, il y a une ville dans le sud du pays, une zone où il y a beaucoup de zirconium qui peut être produit, mais jusqu'à présent, les populations ont gagné le bras de fer avec l'État parce qu'ils ont réussi à neutraliser un peu les velléités d'exploitation.
tout en sachant que dans quelques années, le gouvernement sera obligé de trouver un moyen de faire exploiter ces zirconiums-là. Mais il y a une dynamique quand même qui est ici à l'œuvre et qui permet quand même de prendre en charge un certain nombre d'impacts environnementaux. Il y a beaucoup de sociétés à qui l'État a imposé des normes responsables fiscales. C'est vrai qu'il y a un pourcentage même du chiffre d'affaires qui est indiqué, qui n'est pas respecté, mais par lequel l'État du Sénégal entend quand même se faire respecter les normes qui sont édictées. Tout en sachant qu'à l'échelle du pays, quand même, nous avons un énorme problème qui n'est pas un problème lié à l'international. Par exemple, quand on parle de la pollution de Dakar, c'est une pollution qui est là, localisée avec un nombre incalculable de véhicules, une absence de transport en commun et beaucoup de problèmes qui posent des problèmes, beaucoup de choses qui posent des problèmes immédiats aux Sénégalais. Mais sur le plan macro, sur le plan international, effectivement, le réchauffement climatique nous touche. Et par la négociation internationale, le Sénégal entend quand même se faire entendre pour que tout simplement on puisse saisir les opportunités offertes par la coopération et la solidarité internationale pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Je pense qu'avec à l'issue de la COP 29, je pense qu'il y aura quand même peut-être des pistes par lesquelles l'État du Sénégal pourra passer pour attirer des financements, essayer d'anticiper, de faire de la prospective relativement à ce qui s'est passé récemment au sud du pays où il y a eu des villes même qui ont été, comme la ville de Kidira, qui a été envahie par l'eau et tout ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des écoles d'économie expérimentale. Je pense que l'économie expérimentale est une science qui se construit. Moi, je connais au Sénégal des spécialistes et je travaille avec eux sur cela et je sais que c'est des modèles qui sont beaucoup plus puissants, qui permettent de prendre en compte beaucoup de données. Avec le phénomène du big data et de l'intelligence artificielle, il y a des modèles qui sont en train d'être faits et des Sénégalais, des Béninois, un peu partout, s'intéressent de plus en plus à cette question-là. Et je pense que dans un avenir très proche, il y aura quand même des possibilités d'affinement de la réflexion pour effectivement analyser de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus poussée le phénomène climatique et son impact sur le plan économique. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que tu veux, Béatrice, d'ailleurs, réagir peut-être aux questions qui étaient plutôt adressées au professeur Je pense que c'était des questions qui étaient quand même très... sur le Sénégal. Sur le Sénégal, donc là, je vais me permettre de dire... Sur l'économie expérimentale. Et ouais, sur l'économie expérimentale, c'est un peu plus loin de ce que je pense que je vais laisser la parole à la... Voilà. Peut-être il y aura d'autres questions encore sur le chat qui vont arriver. Donc, des questions depuis Paris. Je me demandais, on a parlé donc de changement climatique. L'avantage par exemple, du changement climatique dans le économique, c'est que, pardon, l'avantage du changement climatique, c'est que qui est responsable en cela, on peut juste faire des équivalents d'émissions CO2 et en tout cas mesurer qui pollue à quel. C'est pas le cas des autres limites. En tout cas, certaines limites planétaires, comme par exemple le cycle de l'eau qui est perturbé ou la crise de la biodiversité. Comment est-ce que du coup, ce sujet-là, est-ce que c'est un impensé encore, ou est-ce que les points qu'on a abordés ce soir peuvent s'appliquer aussi pour les autres limites planétaires? On pourra répondre tous les deux à cette question. Elles sont bien la question parce que j'ai pas bien entendu, il y a un problème de son. Bon, tu commenceras voilà, tu peux commencer par la redire. On va peut-être redire les questions. Ouais, en résumant, en fait, la question porte sur le fait que sur le plan climatique, on a réussi à construire une équivalence, un moyen d'équivalence de mesure de la pollution, de la responsabilité à partir des quantités de gaz à effet de serre émises. C'est pas le cas pour d'autres limites planétaires comme le cycle de l'eau ou la biodiversité. Donc, est-ce que l'économie développe des outils pour prendre ça en compte et est capable de le prendre en compte? Il y a quand même, ce que je connais, des tentatives. Alors, pour le cycle de l'eau, je sais pas bien. Pour la biodiversité, d'ailleurs, de créer des équivalences et de les intégrer dans les modèles. Alors, notamment tout le travail autour des services écosystémiques qui essayent de quantifier le rôle de la biodiversité. C'est effectivement beaucoup plus compliqué que de mesurer des gaz à effet de serre, où il y a aussi un travail
équivalence qui est aussi imparfait et mais effectivement qui est plus qui est assez efficace. En tout cas, il y a aussi des travaux, et je pense que le professeur Ndiaye en a un peu parlé, d'évaluation contingente pour évaluer que la valeur que les personnes attribuent à l'environnement, qui sont assez développées depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et c'est sûr qu'il y a c'est des chantiers. En tout cas, je pense pas qu'il y ait de mesures qui soient consensuelles et qui fassent l'effet d'équivalent de l'équivalent CO2. Est-ce que vous voulez réagir à cette question, professeur Diaye, ou pas d'obligation tous les deux? Je pense que c'est une question très importante. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en économie, nous sommes dans une phase charnière avec beaucoup de remises en cause, beaucoup de controverses. Il y a beaucoup d'outils qui avaient été donc inventés au départ. Même les évaluations contingentes ont migré vers d'autres approches. Il y a eu le marché des droits à polluer, il y a l'équivalence carbone, ça bouge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a sur le plan de la modélisation, de la quantification, les économistes sont en train de réfléchir sur des approches alternatives. Parce que il faut pas oublier que en étant économiste, le fait de maintenir toujours le statu quo, de ne pas évoluer, de ne pas avancer, ça cause beaucoup de problèmes de controverses. Il y a beaucoup de modèles qui sont remis en cause. Mais d'ici quelques années, il y aura quand même, ça va bouger vers l'économie expérimentale, comme je l'ai dit. Les gens vont passer vers des modèles beaucoup plus puissants avec l'aide des données. Bon, dans des pays comme les pays africains, au Sénégal, nous utilisons 0,5% de nos données. Nos données sont utilisées par les GAFAM, mais pas nous. Et il nous faudra donc, pour participer à cette grande dynamique internationale, pour cerner cette question environnementale-là, il nous faudrait avoir plus de données, les valoriser nous-mêmes et pour passer à des modélisations beaucoup plus puissantes. Et ça, c'est une question de données. Ce n'est pas une question d'approche, ce n'est pas une question d'équation, ce n'est pas une question de modèle mathématique. C'est une question de données. Parce que pour trouver des résultats costauds, il faut avoir des données costauds. Il faut avoir des données. Malheureusement, on n'a pas ces données-là. Ce qui fait que, donc, sur le plan international même, avec le manque d'engouement chez les capitalistes, bon, je vous dis que toujours il y a la dynamique capitaliste et la logique capitaliste qui fait que certaines choses sont neutralisées un peu, mais je pense qu'avec beaucoup de résistance, dans quelques années, on aura des résultats. Parce que de plus en plus, la communauté internationale sait que c'est une question dont il faut s'occuper d'art tout de suite. Parce que ça aussi, c'est une bonne nouvelle et j'espère que dans quelques années, les choses vont changer. Merci beaucoup. Il y a deux questions ici dans la salle. On va peut-être vous pouvez les poser les unes l'une après. Le question de encore un peu de temps. Étienne? Oui. Évidemment, une caractéristique essentielle de la problématique du changement climatique, qui est donc le temps long. Dans le temps long, les générations vont changer. On ne sera plus là, d'autres générations qui seront là. Et la question, c'était comment dans le paradigme, on va dire, économique, comment le paradigme, pour moi, c'est une question essentielle, en compte le fait que c'est les générations futures qui vont les dommages du réchauffement. Et donc, dans ce cadre-là, une valeur future, comme vous dites, avec l'actualisation qui a baissé pour nous aujourd'hui, génération future, n'a pas lieu d'être actualisée. Pour eux, dans le futur, c'est eux qui la subiront. Donc, je ne sais pas dans le paradigme économique, la question est étudiée ou magique. Mais dans ce que les travaux que vous avez présentés, ça n'a pas l'air d'être le cas. On ne parle pas de génération future. Voilà, c'était ça la question. Peut-être les deux questions. Plus sûr, oui. Voilà. Voilà. De notre présentation, il y a la conférence sur le Parlement européen Big Growth. Ici, c'est bien sûr l'impact sur les décisions politiques européennes.
Merci beaucoup. Il faudra reformuler peut-être plus les questions au début Alors, il y de a... réponse des problèmes de son. J'espère que vous c'est- entendez bien. On va augmenter le son. Voilà. Il faut reformuler un peu. Ouais, donc il y a une question de la prise en compte des générations futures euh, dans les modèles économiques au-delà de l'actualisation. Et une question sur l'impact sur la décroissance sur les politiques européennes ou nationales. Donc sur le temps long, bah, c'est un peu, oui, c'est un peu l'argument de Nicolas Stern de dire il faut qu'on ait un taux d'actualisation de zéro parce que justement pour les générations futures ce sera zéro. Je pense que ça reste quand même un paramètre il y a pas, enfin, tous les modèles n'ont pas des taux d'actualisation dans ceux qui sont utilisés, mais en tout cas, c'est un paramètre qui est encore assez déterminant pour la forme que prennent les trajectoires et justement et qui est utilisé un peu enfin, un peu par défaut et qui est assez haut dans la plupart des modèles. Donc il y a quand même des discussions parce que ça influence beaucoup et c'est pas forcément posé en termes de génération future, mais même en termes de génération très proche ou des 20 prochaines années, quoi. Parce il y a effectivement eu même dans une logique où on actualise beaucoup, bah, c'est forcément moins intéressant d'agir pour atténuer que de s'adapter, parce que comme l'adaptation est plus tard, même si ça coûte la même chose, vu que c'est d'évaluer parce que c'est dans le futur, ça coûte moins cher. Mais enfin, je pense enfin, il y a quand même pas mal de discussions dont j'ai moins parlé, mais qui sont plutôt d'ordre enfin, l'intersection de l'économie et de la philosophie sur le taux d'actualisation, qu'est-ce que ça veut dire, comment on prend en compte les générations futures. Ce qui est un peu ce qu'esquive Nordhaus quand il argumente en disant il faut prendre le taux du marché. Voilà, je ne sais pas après s'il y a j'avais des évaluations plus précises. C'est pourquoi, parce que les générations futures ne sont pas sur le marché, Oui. justement. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres outils pour les prendre en compte. Et sur la question de la décroissance, je vais faire une réponse plus rapide. Ça a eu un impact au niveau européen, je pense, sur les politiques, mais c'est pas sur les politiques économiques, mais sur les politiques de recherche, au sens où il y a du financement de projets pour explorer la post-croissance, quoi, les trajectoires post-croissance, de projets de recherche. Je pense pas que ça a eu des impacts politiques. Ça reste quand même un terme assez explosif dans le débat public. Voilà. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je présente la prochaine séance. Professeur Ndiaye, est-ce que vous voulez, on va bientôt conclure cette séance. Est-ce que vous voulez dire un mot sur peut-être sur cette question de l'actualisation, notamment? Oui, je pense que les méthodes d'actualisation, bon, comme il est question d'environnement, ce qui est sali, hein. Les gens ne veulent pas comprendre que tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes envisageables, mais en tant qu'économiste, mon sentiment est que pour moi, c'est des fausses pistes, hein. C'est des fausses pistes. Taux d'actualisation zéro, bon. En tout cas, le concept l'intégration de la dimension climatique dans le développement économique est une question qui a été formulée de plusieurs manières depuis les années 70. Maintenant, on parle de développement durable. Maintenant, chacun peut mettre un contenu dans le développement durable, un développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire à leurs besoins, tout en ne compromettant pas la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Chacun peut mettre un contenu dedans. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut laisser un environnement sain, une planète propre, avec des équilibres maintenus et à l'avenir. Maintenant, quel que soit, si on surproduit actuellement des choses qui auraient dû être produites dans 50 ans, nous pénalisons les générations futures. Chacun peut mettre le contenu qu'il peut mettre dedans. Je ne suis pas contre les méthodes d'actualisation, mais je dis qu'il faut affiner la réflexion vers plus de responsabilité de l'homme sur Terre. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur Ndiaye. Merci beaucoup, Béatrice Pointe, pour ce dialogue et ces éclairages sur la pensée économique sur vital. Corentin, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine?
Donc, le 27 novembre, le droit d'avoir une présentation donc, qui est historique. Et le thème sera sur l'épidémie et crise de subsistance au Sénégal. Voilà. Merci à tous pour tous les publics au Sénégal de votre part. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir.